Voilà, bonjour, il est 11 heures. Je vous propose de démarrer ce nouveau webinaire CCI consacré aujourd'hui à l'e-commerce, à l'export, les bonnes pratiques pour réussir. Je suis Karim Jafour, conseiller économie numérique à la CCI pour ceux qui ne me connaissent pas, et j'ai eu le plaisir d'organiser ce nouveau webinaire où j'ai fait intervenir pour cette fois-ci Damien Jacob, qui est consultant e-commerce, e-marketing chez Retis. Il se présentera plus en détail. Il nous vient de Belgique, hein, voilà. Il expliquera un petit peu son parcours et ses compétences. Alors, on prévoit une intervention d'une heure à peu près. Damien, c'est bien ça? À peu près une heure? C'est un peu plus. Ah, pardon, Damien, ton micro est coupé. Alors, Damien va prendre la parole, mais je vous rappelle juste que vous pouvez poser des questions par écrit et que on pourra également activer les micros en fin de session. La session est enregistrée, sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI. Je vous enverrai le lien. Et puis voilà, j'en ai fini pour ma partie. Je vais passer la parole à Damien tout de suite qui va vous présenter, qui va vous faire sa présentation. Alors Damien, je crois qu'on t'entend pas par contre. Alors, juste un instant, Damien, je crois que c'est de mon côté en fait. Je me suis un petit peu. On met les pinceaux, c'est de mon côté. Je vais activer le son. Voilà, je pense que là, ça devrait être bon. Voilà. Bonjour à toutes Voilà. et à tous. Je suis ravi d'être parmi vous maintenant. Super. Voilà. En fait, je suis français, mais je vis en Belgique et je m'occupe d'e-commerce. Et ma société est active en Belgique, en France et au Grand-Duché. Donc, ben oui, je suis un petit peu bien, assez bien placé pour parler d'international finalement. En ayant vu un petit peu de tout ce qui se passe de chaque côté. Voilà, merci hein, Karim pour l'introduction. Ce que je souhaite partager un petit peu avec vous, c'est notre expérience chez Retis dans notre cabinet conseil sur l'e-commerce à l'export, comment vendre à partir de la France vers le Benelux, vers l'Allemagne, vers l'ensemble des pays européens et même au-delà de l'Europe évidemment. Il y a toute une série d'enjeux de développement que je vais partager avec vous. Donc un tout petit mot sur Retis. Nous avons un emplacement à Strasbourg. Nous couvrons donc l'Alsace, la France, mais nous avons aussi une activité au Grand-Duché, une activité en Belgique. On est un cabinet conseil, c'est-à-dire pas une agence web, mais une société qui est en mesure de conseiller quelqu'un qui se lance dans l'e-commerce ou quelqu'un qui a déjà une activité et qui veut développer son activité d'e-commerce sur l'ensemble des dimensions, que ce soit le marketing, la conversion, le paiement, la logistique, les aspects juridiques. Nous couvrons à 360 degrés un projet, mais nous sommes vraiment, si vous voulez, un peu l'architecte et pas le maçon qui va construire une maison. J'ai aussi le plaisir de donner cours à l'Université de Strasbourg dans le master e-commerce et dans toute une série d'autres universités en Belgique et au Grand-Duché. Et puis, j'ai écrit un livre, e-commerce, les bonnes pratiques pour réussir, qui avait été préfacé par Jean-Marc Kolb de la CCI Alsace voici quelques années. Alors, qu'est-ce que je vous propose? C'est d'aborder l'e-commerce à l'international en se posant déjà la question pourquoi je le ferais, vers où, et puis après, aborder les différents défis qui nous attendent quand on veut vendre à l'international, le défi de communication, de bien toucher sa cible, le défi d'organiser les activités en ligne, et puis après le défi réglementaire. Pourquoi je me lancerais bien dans la vente en ligne? Et surtout à l'international, qu'est-ce qui me pousserait à le faire? Bah, certainement, une raison de le faire, c'est que beaucoup de réussites en matière d'e-commerce sont liées à
avoir trouvé une petite niche d'activité, un domaine tout à fait spécifique où il y a peu ou pas de concurrence. C'est une petite niche où il y a peut-être même pas 1% de la population susceptible d'acheter nos produits, ou en B2B vraiment quelques entreprises seulement. Et peut-être, mais ça arrive assez fréquemment, le marché français permettra de se développer, mais pas suffisamment, sans imaginer se développer à l'international pour toucher encore un peu plus de monde dans cette petite niche. Donc, ça sera une bonne raison de vendre en ligne à l'international. Une autre bonne raison, c'est tout simplement parce que l'e-commerce va nous faciliter le travail. Si on compare cela avec l'idée d'avoir un réseau de distributeurs physiques sur place, donc on pourra vendre beaucoup plus facilement à l'international grâce à l'e-commerce plutôt qu'avec un réseau de magasins physiques. Et même si on n'avait pas vraiment l'idée de se lancer dans l'e-commerce à l'international, si on a ouvert une boutique, vous aurez vraisemblablement déjà spontanément des clients internationaux qui viendront frapper à la porte. Si c'est en français, vous aurez des Belges, des Luxembourgeois, des Suisses qui spontanément voudront acheter sur votre boutique. Donc autant anticiper et prévoir cela de façon plus globale. Alors vers où pourrions-nous nous diriger pour vendre à l'international? Si on regarde les statistiques, il y a 3 grands marchés si on prend l'Europe dans le sens géographique. Avant tout le Royaume-Uni, qui est un très très grand marché au niveau e-commerce, hein, d'ailleurs un marché plus dynamique que le marché américain. L'e-commerce est quasiment 2 fois plus développé qu'en France ou qu'en Allemagne. Donc, évidemment, un marché très intéressant, même si maintenant il ne fait plus partie de l'Union européenne. Alors, un marché évidemment à peu près équivalent au marché français, c'est le marché allemand, un tout petit peu plus grand. Et puis, vous voyez d'autres marchés. Mais si on prend le cas France, Allemagne et Royaume-Uni, on fait quasiment les 2 tiers de l'e-commerce européen. Alors, vous voyez qu'il y a des régions plus dynamiques en matière d'e-commerce où le consommateur est déjà beaucoup plus habitué à acheter en ligne. C'est globalement les pays du Nord. Vous voyez les Pays-Bas, par exemple, le Danemark, les pays scandinaves et une bonne partie de l'Allemagne. Et puis ici, on ne voit pas sur le graphique, mais évidemment, il y a le Royaume-Uni qui fait partie de cela. Et puis, vous voyez d'autres pays qui sont entre guillemets en retard, mais qui veut dire en retard, veut dire potentiel de développement important à l'avenir. Et donc, il ne faut absolument pas lésigner les pays du pourtour méditerranéen. Alors, il y a des pays aussi qui, de par leur petite dimension, vont beaucoup plus facilement acheter en ligne à l'étranger que d'autres. Hein. On prend le cas de la Belgique, du Luxembourg, du Danemark, de la Suisse. Le comportement d'achat sur des boutiques étrangères est tout à fait normal. Il n'y a pas de réflexe national, de préférence nationale d'achat, en tout cas pas de façon très marquée. Et donc, c'est des opportunités, évidemment, de s'intéresser à ces petits pays qui sont des petits marchés, mais sur lesquels on peut avoir potentiellement pas mal de clients. Alors les chiffres de la FEVAD publiés il y a 1 an montrent que, évidemment pour des raisons linguistiques, la Belgique est le pays qui est souvent le premier choisi par un e-commerçant français qui veut vendre à l'international, suivi par l'Allemagne, et c'est peut-être un peu dommage, mais vous voyez l'Allemagne, pardon, suivi par l'Espagne, mais vous voyez que l'Allemagne, le Royaume-Uni sont finalement peu choisis comme pays d'exportation, alors que le potentiel est très important. Évidemment, l'obstacle linguistique peut l'expliquer, mais c'est certainement ici qu'il y a des opportunités aussi à saisir. Alors, on peut aller voir plus loin, évidemment, hein, les États-Unis, l'Arabie Saoudite, Israël, ce sont des pays évidemment développés sur lesquels il y a un intérêt peut-être à se positionner dans la grande exportation. Un petit outil qui peut être pratique, un outil d'ailleurs qui est gratuit, qui est fourni par Google, Google Market Finder, qui vous permet d'avoir une petite idée sur base des statistiques que Google a rassemblées et évidemment sur base des requêtes des internautes. Vous pouvez, en tapant l'URL de votre site, et Google va vous suggérer des marchés intéressants à prospecter, où il va analyser les mots-clés de votre site et va les comparer avec les requêtes qui sont faites dans ces pays-là par rapport à ces mots-là, et il va vous donner donc des pistes de marché à explorer. C'est un outil qui a l'avantage d'être gratuit, de donner quand même quelques pistes intéressantes. Évidemment, ce n'est pas une étude de marché dans le sens strict, et ça mérite après un approfondissement.
Alors, on va passer au cœur de notre sujet. Quels sont les défis à relever pour quand on va vendre à l'international? On va voir qu'il y a trois grandes catégories de défis. On va devoir tenir compte évidemment des particularités linguistiques, culturelles. On va tenir compte des prestataires paiement, prestataires logistiques. Et puis, on va voir les particularités réglementaires, fiscales qu'on va devoir éclaircir. Alors, commençons par les particularités linguistiques et culturelles. On va devoir évidemment adapter notre offre à ces habitudes culturelles et adapter notre marketing à ces marchés internationaux. On pense évidemment adapter la langue, adapter les devises, mais il y a parfois des petites nuances qui peuvent avoir leur importance. Alors, à titre un petit peu de plaisanterie, j'ai pris un site qui vend des t-shirts pour les fans de foot. Et regardez bien, voici la version du site pour les Français, quand on se connecte à partir d'une URL, enfin à partir d'une adresse IP française. Et voilà, je vais cliquer, on se trouve sur la version belge. Un peu logique, on adapte la communication quand on s'adresse à des fans de foot. Il y a clairement un réflexe qu'il faut évidemment bien cerner. Alors là, c'est pour le petit côté plaisant. Mais les vocabulaires, même dans des pays qui parlent la même langue, peuvent varier. Ici, j'ai pris le site Couteau du Chef, qui est spécialiste dans la vente de couteaux de cuisine. Il publie sur son blog un article « Comment préparer une endive ». Ben, je prends ce terme endive qui, en Belgique, va en général être remplacé par chicon. Et il y a toute une série, évidemment, de belgicismes et dans d'autres langues. On a aussi ce genre de nuances à prendre en compte. Évidemment, on va adapter son langage et la manière de présenter les choses entre, par exemple, l'Allemagne et l'Autriche. Si on veut vendre aux Pays-Bas, il y a évidemment la langue adaptée, mais la culture, la manière d'approcher une information est différente. Et ici, c'est un tout petit peu poussé pour donner pour que tout le monde se rende bien compte des différences. C'est peut-être dans la réalité pas aussi extrême que cela, mais c'est comme une certaine réalité aux Pays-Bas. On va vraiment vouloir une information au niveau des fiches produits qui soit tout open, directement opérationnel. On voit tout de suite l'argument important pourquoi j'achèterais ce produit-là. Sur un site qui va s'adresser en France, on va avoir pas tout à fait la même manière de s'exprimer. On va utiliser beaucoup plus une approche émotionnelle en France qu'on va le faire aux Pays-Bas. Et clairement, le réflexe prix est un réflexe très important aux Pays-Bas par rapport à la France. Même l'humour n'est pas le même. Aux Pays-Bas, on apprécie beaucoup plus l'ironie et en France, un autre type d'humour passera beaucoup plus facilement. Alors, dans les outils pour toucher la clientèle aussi, on va devoir s'adapter. Parce que, par exemple, l'importance des systèmes d'affiliation, donc on commissionne des apporteurs d'affaires qui vont mettre des liens vers notre site, ça va fonctionner différemment selon les pays. Vous voyez que les proportions ne sont pas les mêmes, l'utilisation des places de marché non plus, les comparateurs de prix, tout ça, ce sont des éléments qu'il faut tenir compte si on cible tel ou tel pays. Il faut se demander où se trouvent nos consommateurs, quels sont les moyens que l'on a à notre disposition pour les convaincre de venir sur notre site. Donc, même aussi évidemment sur le référencement payant, le SEA, on va devoir adapter les mots clés sur lesquels on va se positionner et le texte des annonces et souvent les landing pages, les pages vers lesquelles on va faire aboutir notre personne qu'on a réussi à convaincre de cliquer sur notre publicité. Les commentaires en ligne, ça peut être dans certains pays un argument qui va déclencher la confiance. Et puis, vous voyez, dans d'autres pays, bon, c'est pas le principal élément que le consommateur va regarder pour prendre une décision sur une fiche produit. Donc là, vous voyez, pour l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, le Royaume-Uni, c'est vraiment
un élément important. Ça va donner la confiance s'il y a des avis, des commentaires, et un peu moins dans certains pays scandinaves, par exemple. Alors, ici, ce tableau-là est un tout petit peu, a déjà quelques temps. Je n'ai pas encore trouvé d'informations semblables plus récentes, mais vous voyez qu'il y a une différence de comportement vraiment selon les pays, où certains outils de communication en ligne vont avoir plus de succès dans certains pays par rapport à d'autres. Hein. Ça peut être relativement extrême entre des pays, pourtant, qui peuvent être relativement voisins. Voilà, donc évidemment très important de tenir compte de ces particularités pour bien cibler la personne et la convaincre de venir sur notre site web. C'est la première étape. Mais une fois qu'elle est venue sur notre site, qu'elle a passé commande, le défi qui nous attend, c'est de bien servir cette clientèle. Il faut déjà arriver à encaisser et puis il faudra arriver à livrer. C'est ce que nous allons voir maintenant. Les paiements. Les paiements, comment encaisser en ligne? On a tendance à se dire, c'est facile, à l'international, il suffit d'utiliser des moyens de paiement internationaux. Et on pense tout de suite à la carte de crédit, on pense tout de suite à PayPal comme moyen qui va permettre d'encaisser à l'international. C'est vrai dans certains pays, mais on va voir que malheureusement, surtout en Europe, ce n'est pas une situation uniforme et ces deux moyens de paiement, qui sont pourtant entre guillemets universels, mais ne vont pas nous permettre de toucher la clientèle de façon massive dans certains pays. Alors en France, nous sommes habitués à la carte bleue, nous sommes habitués encore à PayPal qui est en termes d'importance le deuxième moyen de paiement en ligne. Par contre, on va aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, la carte de crédit classique, PayPal, c'est complètement minoritaire. Ce n'est pas du tout le moyen de paiement numéro un aux Pays-Bas. Parce qu'aux Pays-Bas, pour des raisons historiques, il y a un système qui s'appelle iDeal, qui s'est généralisé parce qu'il a été soutenu par les principales banques qui ont inventé un système, si je peux un peu simplifier, qui est une genre de virtualisation des cartes de crédit. Au lieu d'indiquer le numéro de sa carte de crédit officielle, on va utiliser un système qui va simuler une opération avec sa carte de crédit ou sa carte de débit. Donc c'est ce système-là qui domine, à peu près 2/3 des achats en ligne se font avec ce moyen-là. Donc si vous ne proposez pas ce moyen-là, vous vous excluez d'une bonne partie de la population et si vos concurrents, eux, le proposent, vous risquez que ce soit vos clients vos concurrents qui aient la vente et pas vous. Donc, il faut vraiment s'adapter au client. Le client est roi, encore plus en ligne qu'évidemment en présentiel. Et donc, on doit vraiment faire en sorte de ne pas le froisser, de ne pas lui imposer des contraintes qu'il n'a pas spécialement envie. C'est un petit peu comme dans un magasin physique où on déciderait que la porte d'entrée, elle fait 1,80 m de hauteur. Et donc, tant pis, pour ceux qui sont plus grands qu'1,80 m, ils n'ont qu'à s'abaisser pour entrer. Il ne faut pas avoir évidemment ce raisonnement-là quand on est commerçant. Alors, les Pays-Bas, c'est une situation. En Belgique, c'est un tout petit peu moins radical que cela, mais la carte de débit a énormément de succès. D'ailleurs, depuis la crise, elle s'est amplifiée en termes d'utilisation sur le web. Et c'est une marque tout à fait spécifique qui s'appelle Bancontact en Belgique et qui est maintenant plus importante que la carte de crédit en termes d'utilisation des achats en ligne. iDeal, par exemple, est un système qui ne fonctionne pas en Belgique, qui est vraiment réservé aux Pays-Bas. Alors, évidemment, un grand marché, si on est à Strasbourg, c'est juste à côté, c'est l'Allemagne. Et l'Allemagne, lui, a aussi un système complètement différent pour encaisser en ligne. Et en Allemagne, un système qui marche très bien, c'est ce qu'on appelle le prélèvement SEPA. C'est-à-dire que l'on va accorder au commerçant un mandat, on va signer un mandat lui permettant au commerçant de se servir directement sur le compte bancaire de l'acheteur sur présentation d'une facture. Système qui pourrait, a priori, quand on le présente comme ça, être séduisant pour le vendeur, en se disant je peux directement me faire régler les factures.
Sauf que la norme CEPA de prélèvement permet une répudiation de la part de l'acheteur, et une répudiation qui peut être jusqu'à 8 semaines sans devoir se justifier, et jusqu'à 13 mois en se justifiant. Ce qui met en fait la pression dans l'autre sens, parce que si le consommateur donne les clés de son compte bancaire, en fait, la vraie clé, il ne l'a pas donnée, puisqu'à tout moment, la clé, il peut considérer qu'elle a été utilisée de façon abusive et peut récupérer automatiquement l'argent en allant sur son interface de banque en ligne et récupérer l'argent. Alors, la plupart du temps, ça se fait d'ailleurs de façon honnête, enfin, de façon justifiée, hein. On récupère l'argent parce que, par exemple, la commande n'a pas été honorée dans les temps. Et ça froisse évidemment le vendeur qui pensait faire la vente et qui était tout content d'avoir tout de suite l'argent, et puis après qui découvre que l'argent a été récupéré. Et puis parfois, mais évidemment, c'est utilisé de façon abusive. Et dans ce cas-là, il ne reste plus qu'à aller en justice pour pouvoir récupérer les montants dus pour la facture qui n'a pas été payée. Je vous rassure, c'est quand même plutôt rare cet usage malhonnête, mais par contre, l'usage entre guillemets honnête, hein, mais qui met la pression sur le vendeur, c'est de se faire rembourser dès qu'il y a le moindre couac dans l'exécution de la commande. Donc, forte pression de satisfaire le client en Allemagne, et les associations de consommateurs sont très puissantes et ne manquent pas de relayer quand il y a des vendeurs qui ne sont pas tout à fait à la hauteur. Si vous proposez pas ce moyen-là, vous perdez une grosse partie de la clientèle allemande, et vous voyez que les cartes de crédit traditionnelles ont une part de marché tout à fait minoritaire sur le marché allemand. Alors, je pourrais aller dans tous les pays européens et quasiment pour chacun dire il y a tel ou tel moyen spécifique, hein, et en fait, vendre, ne fût-ce qu'en Europe, impose de trouver un prestataire qui va nous proposer l'ensemble de ces moyens de paiement. Et donc, un site qui a vraiment une volonté de se développer à l'international doit afficher tous ces logos et être en mesure, évidemment, techniquement, de respecter la possibilité de payer de cette manière, hein. Autre pays assez compliqué, c'est l'Italie, hein, par exemple, hein, ou le Danemark, hein, qui a un système de carte de débit tout à fait spécifique. Donc, ces pays on doit y porter attention. Un pays un peu plus simple que vous ne voyez pas dans la liste, c'est l'Espagne, où les cartes de crédit traditionnelles sont bien utilisées, ou le Royaume-Uni, où les cartes de crédit, mais aussi les cartes de débit comme Maestro sont très généralisées et ne posent pas de problème. Alors voilà, un défi à relever. Pour parler encore du paiement, évidemment, à l'international éloigné, ça serait aussi un défi. Si je prends le cas de ceux qui voudraient vendre en Chine, c'est clair, les cartes de crédit traditionnelles, enfin, je veux dire entre guillemets américaines, ne sont pas disponibles, hein, pour le chinois moyen. Il ne pourra pas utiliser cela parce qu'il y a un système interbancaire en Chine qui s'appelle UnionPay. Et puis surtout, les paiements mobiles sont très développés. Donc Alipay, WeChat Pay sont des moyens qui sont, je veux dire, courants de payer en ligne. Il faut bien se rendre compte que la Chine, en tout cas la Chine urbaine, est particulièrement en avance en termes d'utilisation de l'e-commerce par rapport à l'Europe, hein, et par rapport aux États-Unis d'ailleurs, hein. C'est l'exemple pour l'instant que l'on peut observer avec notamment le développement de l'usage mobile des achats en ligne. Alors la logistique, comment peut-on bien gérer sa logistique quand on veut développer son activité à l'international? Aussi, il faut tenir compte des habitudes des consommateurs. Qu'est-ce qu'ils utilisent qu'est-ce qu'ils acceptent, qu'est-ce qu'ils privilégient comme moyen de livraison. Et ici, ce petit slide, juste pour vous montrer que sur le marché qu'on pourrait croire assez uniforme, qui est le Benelux, les habitudes ne sont pas vraiment les mêmes. Que par exemple, les consignes automatiques, hein, les packs, enfin les systèmes de retrait de colis automatisés ont par exemple un très grand succès au Luxembourg, un succès moins fort aux Pays-Bas, et pour l'instant en tout cas très peu de succès en Belgique. Vous voyez que la livraison à domicile reste le moyen privilégié, mais d'autres méthodes sont très développées. Alors aux Pays-Bas, on s'attend à
avoir une livraison en soirée, par exemple. Hein. C'est un système qui est vraiment attendu aux Pays-Bas comme attente et qui est respecté. Des fournisseurs se positionnent de cette manière-là. Donc, on a peut-être, surtout si on veut développer ses activités dans ce pays-là, intérêt à proposer ce moyen ce confort, entre guillemets, de livraison. Alors en Allemagne, les consignes aussi sont très très développées. C'est vraiment un outil majeur pour retirer les colis, mais c'est aussi un outil majeur pour réenvoyer les colis, pour faire le chemin inverse. Au Royaume-Uni, le click and collect est très courant, mais aussi la livraison sur le lieu de travail. C'est une habitude de pouvoir récupérer son colis sur le lieu de travail. Idem en Italie. Voilà, quelques petites habitudes culturelles qui vont nous imposer de bien tenir compte de cela quand on voudra servir le client et lui apporter son colis. Alors la logistique, on pense souvent à la logistique dans l'étape livraison, c'est quelque chose que le consommateur perçoit bien, mais qui dit livraison en e-commerce dit aussi retour, puisqu'il y a l'obligation de droit de rétractation dans les 14 jours qui doit être accordé aux consommateurs, sauf quelques petites exceptions légales. Mais il n'y a pas que ces séquences-là au niveau logistique à voir. Il y a évidemment notre approvisionnement, faire en sorte, nous, en tant qu'e-commerçants, d'avoir nos stocks à jour et en mesure de satisfaire la clientèle. Et puis, il y a ce qu'on appelle le fulfillment, terme qui rassemble un peu toutes les opérations de préparation de la commande, qui va du stockage, qui va après avec le picking, hein, donc la récupération des produits dans les emplacements de stockage, le rassemblement de ces produits, l'emballage, et préparer cela pour que ça puisse être pris par un prestataire logistique. Donc, toutes ces opérations-là, ben, où va-t-on les faire? Comment va-t-on les faire? Ça va être aussi un enjeu quand on se développe à l'international. Donc, de façon un peu schématique, il y a 3 grandes approches que l'on peut avoir. On peut se dire, on fait tout à partir d'un site unique. On fait tout à partir, par exemple, de Strasbourg. Très bien. Alors, un certain avantage, Strasbourg, par rapport au Benelux, par rapport à l'Allemagne, hein, et donc on peut partir de ce genre d'emplacement, c'est couvrir ces pays-là. Mais on va prendre un extrême, pour l'Espagne, ça ne sera pas tout à fait évident. On va devoir, si c'est à partir de notre stock à Strasbourg qu'on va devoir servir le client espagnol, ben, il va devoir attendre évidemment un délai plus important que si on est présent sur place. Alors, on peut pratiquer ce qu'on appelle aussi l'injection directe, c'est-à-dire d'affréter une camionnette pour directement déposer les colis à Barcelone dans un hub national qui va dispatcher les colis. Ça, c'est une manière de gagner en général un jour ouvrable, voire parfois 2 jours ouvrables par rapport à simplement déposer les colis à un opérateur français qui va après le retransmettre à un opérateur espagnol qui va enfin le délivrer. Donc ça peut être très sensible, par exemple, pour les week-ends, hein, et les jours fériés, où on peut perdre du temps si on confie cela par les opérateurs nationaux. On a peut-être intérêt à avoir ce qu'on appelle l'injection directe. Une autre manière, c'est de dire, ben, on va mettre nos stocks répartis en Europe. On va en mettre à Strasbourg, mais on va peut-être en mettre à Barcelone, et on va peut-être en mettre à Ljubljana, en Slovénie, et peut-être en Pologne, ou à Stockholm, pour bien dispatcher l'Europe. Alors, ça a beaucoup d'intérêt vis-à-vis du consommateur, puisque dans ce cas-là, il aura des délais de livraison plus courts. Ça va être intéressant. On va avoir des expéditions qui vont probablement être moins coûteuses. Si on a un hub en Pologne, eh ben, on va pouvoir livrer les Polonais avec un tarif national. Donc, ça va être de ce côté-là intéressant. Mais on va avoir l'inconvénient que la multiplication du stock va engendrer donc un impact sur notre trésorerie et donc des coûts fixes aussi qui vont être globalement supérieurs. Donc, le client sera plus satisfait. D'un certain côté, les coûts marginaux, les coûts variables vont diminuer, mais les coûts fixes vont augmenter. Et alors, une troisième possibilité, c'est de se dire, bah, je ne stocke pas,
je vais demander directement au fournisseur ou à l'importateur d'envoyer le produit chez le client final. Ce qu'on appelle souvent le dropshipping. Hein. Alors, il y a différentes manières d'exercer ce dropshipping, comme certains probablement le connaissent. Donc, ça peut se faire évidemment pour un pure player, hein, quelqu'un qui fait cela en n'ayant que cette activité, mais ça peut se faire aussi pour une entreprise qui a déjà une activité physique et qui va se dire, pour l'international, je fais du dropshipping. Ça, l'inconvénient évidemment, c'est que l'importateur, il a le contact, il a une base de données de clients finaux qui se constituent et on prend le risque d'un jour ou l'autre d'être peut-être court-circuité. Hein. Donc, ça n'a pas non plus que des avantages ce business model et il faut bien être conscient que on est vendeur et donc juridiquement on est responsable de la livraison, même si c'est pas nous qui l'avons assuré. Donc si le client se plaint d'un colis perdu ou d'un colis endommagé, ben, ce sera nous juridiquement qui serons responsables de la vente et donc responsables à ce que le problème soit solutionné. Alors le fulfillment, on peut le faire en interne, mais on peut aussi sous-traiter. Ça va être une option qu'on va très souvent examiner de façon attentive quand on veut se développer à l'international, de se dire on va faire en sorte qu'on trouve un partenaire qui va assurer pour nous toutes les tâches de stockage, de préparation des commandes et d'expédition. Il y en a même qui sont vraiment spécialisés dans ce domaine-là et qui vont parfois même nous aider à trouver les bons intermédiaires. Alors, je vous ai ici mis quelques noms de sociétés qui en ont fait leur spécialité à aider des e-commerçants à se développer à l'international et optimiser leur logistique. Que ce soit d'ailleurs d'un point de vue physique ou d'un point de vue informatique, hein, avec des outils tout à fait adaptés à la gestion à l'international. Or, quand on parle de logistique, on ne peut pas évidemment ou ne pas parler d'Amazon, qui, comme vous le savez, a plusieurs casquettes. Hein, déjà des casquettes en dehors de l'e-commerce, hein, comme dans le cloud, comme dans le domaine de la santé, mais dans le domaine de l'e-commerce, Amazon, il est vendeur, il est marketplace, c'est-à-dire qu'il permet à des vendeurs de vendre sur son site, et il est aussi logisticien avec son service qu'il appelle Fulfillment by Amazon. Donc, dans ce cas-là, Amazon, il fait presque tout. Le stockage, la préparation des commandes, l'emballage, l'expédition et le service au service au client et la gestion des retours. Je dis presque tout parce que ce qui ne fait pas, c'est à l'amont, hein, c'est l'approvisionnement. Donc, si vous souhaitez confier la logistique à Amazon, ben, ce sera de toute façon à vous à veiller à ce que leur centre logistique soit suffisamment approvisionné dans les produits qui sont présentés. Alors, il faut savoir que vous pouvez faire appel à Amazon aussi, même si vous ne vendez pas sur Amazon au niveau logistique, mais il y a une tarification qui n'est pas spécialement avantageuse dans ce cas-là. C'est pas étonnant, Amazon pousse évidemment à ce qu'on vende sur Amazon. Hein. Alors ici, une petite carte hein, qui montre les principaux centres de logistique hein, d'Amazon en France, en Allemagne. Ben, si vous utilisez ce lien-là, vous verrez aussi les centres logistiques partout dans le monde, évidemment. C'est en pleine explosion. Il faut se rendre compte qu'Amazon, maintenant, c'est plus d'1 million de personnes qui travaillent. Les 2 dernières années ont quasiment doublé le nombre d'effectifs et l'activité logistique est très importante. À ma connaissance, il y a plus de 500 centres logistiques maintenant. Donc, je le disais, Amazon peut gérer au niveau international en fait de 2 manières. Vous pouvez décider que tout se fait à partir d'un centre logistique d'Amazon en France. Et vous voyez d'ailleurs une tarification qu'il propose. Ou vous dites à Amazon de dispatcher vos produits dans différents centres de manière à permettre une livraison plus rapide dans les pays où c'est stocké. Donc on peut par exemple faire appel à Amazon en disant je veux qu'une partie de mon stock soit en Italie, une partie au Royaume-Uni, une partie en Allemagne et Amazon va répondre à vos exigences et va vous facturer évidemment le service. En fait, on paye au mètre cube
de stockage et on paye évidemment à la tâche, donc en fonction de la taille du produit, de la destination, on va payer, et du poids, on va payer une redevance qu'on peut d'ailleurs découvrir en ligne. Il y a un petit outil qui nous permet de savoir combien la prestation nous sera facturée. Alors, Amazon, évidemment, est un acteur important comme marketplace. Marketplace, c'est souvent une bonne manière, d'ailleurs, de se développer à l'international, de tester le marché. Vous vous demandez si vos produits vont avoir du succès en Italie, pourquoi ne pas faire appel à une marketplace? Et ce petit slide ici est juste pour attirer votre attention sur la variété des marketplaces. Et vous voyez que le tiercé n'est pas le même selon les pays. Si même on se limite évidemment à l'Europe, vous voyez qu'il y a des pays où Amazon n'est absolument pas le numéro 1. Donc, il faut tenir compte de ce que, évidemment, le consommateur souhaite. Donc, des structures comme nous, on est évidemment un peu en mesure d'aiguiller, de permettre de s'y retrouver dans ces différentes possibilités qui existent entre, vous voyez, ces différentes solutions aussi logistiques qui sont sur le marché. Tenez compte qu'en e-commerce, il y a des retours. Et là aussi, il y a des habitudes culturelles qui sont très, très différentes selon les pays. Et on parle de l'Allemagne, qui est tout proche. En Allemagne, il y a je ne vais pas dire une mauvaise habitude, mais en tout cas, vu du côté du vendeur, c'est une mauvaise habitude de retourner les produits. C'était déjà présent depuis longtemps, puisque l'Allemagne est un secteur de la vente par correspondance classique qui était déjà très développé. Donc, le consommateur allemand est habitué à acheter à distance et l'e-commerce a été un élément qui a été vite adopté, et cette possibilité de retourner les produits aussi. Donc, c'est clair, le marché allemand est un pays où le consommateur va retourner le produit sans donner de raison. Il a le droit, il sait très bien ses droits d'ailleurs, et il ne va pas hésiter. Parfois, un peu, on va dire, ça va donner l'impression moralement abusive de commander 3 tailles différentes d'un produit et évidemment de retourner les 2 tailles qui conviennent le moins. Alors, il va le faire vers un commerçant, mais parfois, il va le faire chez plusieurs e-commerçants différents. S'il a envie d'avoir le produit rapidement, il va oser commander 3 fois le même produit dans 3 tailles différentes, donc chez 3 e-commerçants différents. Et il va garder le produit, le premier qui arrive. Et il va donc, le premier paquet qui arrive, il y aura les trois tailles. Il va retourner les 2 tailles, il va en garder une et là, il la payera. Et puis les deux colis qui arriveront après, il va les retourner en disant c'est trop tard, vous êtes arrivé trop tard. Et en plus en Allemagne, un argument commercial qui fait mouche, c'est livraison et retour gratuit. Si on ne propose pas cela, on va déjà être un petit peu beaucoup moins séduisant au niveau de l'acheteur. Vous avez compris qu'on a tout intérêt quand on veut vendre en Allemagne d'être hyper performant au niveau logistique. Sinon, on risque un petit peu de faire les frais de cette facilité d'exercer son droit de rétractation. Or, en fait, ce droit de rétractation, il est souvent très présent dans les marchés les plus mûrs. Alors, vous voyez des Pays-Bas, le Royaume-Uni aussi, ce sont des pays où cette habitude de retourner les produits est très fréquente. Alors, encore une habitude qui évidemment explose dans le domaine du prêt-à-porter, où là c'est un peu plus logique, il faut essayer les produits et donc on a un risque de ne pas satisfaire dès le premier coup. Donc tenez compte que les retours coûtent, qu'il faudra reconditionner les produits, que parfois il faudra admettre que certains produits ne peuvent pas être mis à la vente, donc tenez compte bien de cela. Alors, il y a des petits stratagèmes qu'on pourrait vous expliquer pour un tout petit peu diminuer ce taux de retour et faire en sorte qu'il y ait un peu moins d'échecs, mais il faut tenir compte que malgré tout, on ne pourra pas réduire ce risque à zéro. Voilà, alors il nous reste maintenant à parler des aspects réglementaires, les aspects fiscaux.
Alors, en petit clin d'œil, je vous mets cette petite photo du film Rien à déclarer, que vous vous rappelez peut-être avoir vu il y a maintenant, je pense, une dizaine d'années, hein, où on voyait deux pauvres douaniers se poser la question de leur avenir entre la Belgique et la France, en se demandant qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec l'ouverture avec la fin des barrières douanières entre les États membres. Alors c'est clair, ils ont disparu, enfin, en partie, hein, parce que avec le confinement, ils ont réapparu brièvement, hein, ces contrôles entre les frontières. Donc, il y a une évolution, mais est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a un marché unique de l'e-commerce? Ça, c'est beaucoup moins évident de pouvoir l'affirmer. Alors, voyons le bon côté. Il y a eu de sérieux progrès en Europe au niveau réglementaire. Deux sérieux progrès. Le premier, c'est l'harmonisation des règles pour la protection du consommateur quand il achète à distance. Cette harmonisation qui a été votée en 2011 au Parlement européen à Strasbourg, ben, elle a été mise en œuvre en juin 2014. Hein, donc maintenant, ça fait bientôt 8 ans qu'elle est elle fonctionne. Ça a le grand avantage d'avoir les mêmes règles partout en Europe. Donc, si vous êtes en ordre sur le marché français, ben, vous êtes logiquement en ordre sur le marché allemand, le marché belge, le marché pas suisse justement, mais espagnol, italien et autres. Parce que c'est les mêmes mentions légales qui doivent s'y retrouver, ce sont les mêmes étapes du tunnel de commande, c'est les mêmes modalités d'application du droit de rétractation, ce sont les mêmes exceptions qui s'appliquent pour le droit de rétractation, par exemple. Donc, c'est assez intéressant et rassurant pour le vendeur de se dire que tout l'effort qu'il a fait pour être en ordre par rapport à des GCCRF françaises, ben, ça va être aussi bon pour les autres pays. Autre harmonisation, c'est le fameux RGPD, hein, ou GDPR en anglais, hein, qui a harmonisé les règles de protection des données personnelles. Et donc, c'est les mêmes règles au niveau de l'Union européenne, d'ailleurs encore valable pour l'instant au Royaume-Uni. On va pouvoir se dire que si on est en ordre au niveau RGPD en France, on le sera normalement dans les autres pays européens. Donc, vous voyez, deux côtés bien positifs, mais il y a encore un tas de choses qui ne sont pas harmonisées. Déjà, les marques ne sont pas toujours en phase avec cette logique de marché unique e-commerce. Hein. Il y en a qui essayent de segmenter, hein, qui créent des exclusivités par marchés nationaux, et donc on va peut-être se retrouver avec l'impossibilité de vendre notre produit dans tel pays parce que notre marque enfin la marque que l'on représente, elle a décidé qu'il y a un représentant local exclusif ou d'autres stratagèmes. Et puis, il y a des règles qui ne sont pas du tout harmonisées. L'accès à certaines professions, ben, il y a un cadre européen, mais il y a toute une série de pays qui ont des règles spécifiques qui ne facilitent pas l'accès à certaines professions. Certains produits doivent être homologués spécifiquement au niveau national, hein, c'est dans le domaine de la pharmacie notamment. Les règles d'étiquetage des produits, ben, il y a aussi un cadre communautaire, mais il y a des petites disparités nationales hein, au niveau des mentions des nutriments, par exemple. Et puis, un truc qui est assez frappant, c'est la date des soldes, hein, qui n'est absolument pas harmonisée. Et donc, c'est assez ennuyant en ligne, se retrouver en irrégularité en France et pourtant être dans la période des soldes au Luxembourg ou dans un autre pays. Hein. Donc c'est très très difficile à gérer puisque les soldes, ben, normalement c'est prévu pour des marchés physiques et en ligne, ben, on a si les dates de solde ne sont pas harmonisées, ben, vous vous rendez bien compte que vous pouvez vous retrouver confronté à un concurrent qui lui peut déclarer des soldes alors que vous, en tant que situé en France, vous ne pouvez pas le faire. Alors, il y a des taxes aussi spécifiques, souvent adoptées au niveau national, hein, comme les écotaxes, hein, qui sont très importantes, où il y a des systèmes de consignes en Allemagne, par exemple, hein, des règles pour les emballages. Et puis, il y a les fameuses accises et la TVA, qui là, ben, ne peuvent être harmonisées que si les 27, maintenant je devrais mettre, hein, 27 pays sont d'accord pour harmoniser ces règles-là.
Alors, un petit focus sur la TVA, justement. Juste ce petit slide pour indiquer la grande variété des taux qui existent dans l'Union européenne, hein, on va de 17% pour le taux normal à 27% en Hongrie. Donc il y a quand même 10% de différence entre les taux normaux. Mais alors si on prend les taux réduits, les taux super réduits, ben là on va de 0 à 27. Hein. Donc, il y a des produits qui ne sont pas du tout taxés, par exemple en Irlande, parce que c'est considéré comme des produits de première nécessité, et puis il y a d'autres qui sont taxés. Il y a un seul pays qui, en fait, qui est très simple, c'est le Danemark, puisque au Danemark, c'est 25% de taux de TVA pour tous les types de produits. Sont les seuls à ne pas jouer sur les exceptions pour inciter à avoir l'une ou l'autre politique économique, mais il y a d'autres pays qui en font une force d'avoir un tas de petites niches où il y a des taux de TVA tout à fait spécifiques. Donc, quand on va vendre en ligne, on va devoir bien se renseigner quel est le taux d'application dans les différents pays où on va. Et je vais prendre un exemple d'une société qu'on a accompagnée. Ben, elle propose des albums de photos donc, où on peut uploader ses photos numériques et faire imprimer ses albums photos. Ben, dans certains pays, l'administration fiscale considère que c'est un livre et donc va accorder le taux réduit. Et dans d'autres pays, l'administration fiscale va considérer que c'est un produit qui n'a rien à voir avec un livre, c'est un produit un produit de consommation classique et donc va appliquer le taux normal. Donc cette société, pour le même produit, passe de 0 à 25% selon les pays. Alors si vous voulez vraiment voir cette dimension-là dans tous ses excès, il faut télécharger ce magnifique document qui est disponible, que la Commission européenne a constitué, qui, si je me rappelle bien, fait plus de 100 pages. Et dans ces 100 pages-là, on nous explique tous les taux de TVA dans chacun des pays. Et jetez un petit coup d'œil juste sur la première ligne, les produits alimentaires, et vous voyez le nombre de taux de TVA qui existent rien que pour cette catégorie-là dans les différents pays européens. En fait, la Commission européenne, elle ne peut juste que constater que faire justement ce genre de tableau inventoriant les différentes règles, mais elle n'a pas la compétence pour harmoniser, puisque il faut que l'ensemble des pays s'entendent là-dessus. Alors, comment va-t-on appliquer cette fameuse TVA Première question qu'on va devoir faire, c'est est-ce qu'on va en B2B ou on va en B2C? Alors, je vais vous dire, en B2B, c'est en fait plus facile. En B2B, c'est plus facile puisqu'on va pouvoir, la plupart du temps, faire une facturation hors TVA. Ça sera l'acheteur professionnel qui, lui, dans sa déclaration périodique à la TVA, va auto-liquider la TVA. Il va déclarer qu'il a acheté un produit sans payer la TVA et donc il ne pourra évidemment pas déduire quelque chose qu'il n'a pas payé. Donc, c'est ce principe-là qui va s'appliquer, mais attention, ne faites pas ça de façon aveugle, puisque vous devez être en mesure de pouvoir prouver que vous avez bien vendu à un réel professionnel qui a un numéro de TVA valide et un numéro de TVA intracommunautaire dans le pays en question, puisqu'il y a des systèmes de franchise ou des systèmes de numéro de TVA qui sont valables qu'au niveau national. Alors, il y a une démarche que vous devez faire systématiquement si vous vendez à un professionnel, c'est de vérifier sur le site de la Commission européenne, le site qui s'appelle VIS, V-I-E-S, avec le lien que vous voyez ici, vous devez vérifier si le numéro de TVA qui vous est communiqué est bien le numéro de TVA intracommunautaire et que les coordonnées de livraison correspondent bien aux coordonnées de la sujettie qui est indiquée sur ce site-là. Je vous recommande même d'ailleurs d'imprimer la preuve qui vous est indiquée que le numéro est valide parce que on a vu qu'un numéro peut être valide une année et puis l'année suivante ne l'est plus, que la société change de régime, par exemple devient en régime de franchise et donc là on va avoir des soucis avec notre administration parce que si on n'a pas cette preuve-là, ben, elle va nous facturer, entre guillemets, enfin nous impliquer, nous demander de payer la TVA que l'on n'a pas facturé au client. Et en plus, avec un risque d'amende à la clé. Donc, veillez bien à
faites cette vérification et vérifiez bien, et il y a bien aussi une preuve de sortie du produit de la France pour éviter des contestations. Voilà un exemple d'un site qui récolte bien le numéro de TVA quand on achète en tant que professionnel et qui va interroger automatiquement d'ailleurs avec un petit script informatique la base de données VIS pour s'assurer qu'il vend bien à un vendeur qui dispose d'un réel numéro de TVA intracommunautaire. Alors, on l'a vu pour le B2B, le B2B est assez simple, le B2C. En B2C, maintenant, c'est un peu plus simple, en fait. Parce qu'il y a eu une bonne nouvelle aussi. Il y a, des règles qui ont été un petit peu simplifiées depuis le 1er juillet 2021. Et ces règles-là font en sorte que maintenant, il n'y a plus qu'un seul raisonnement que vous devriez avoir, qui est de dire où se trouve le consommateur, dans quel pays, et dans ce cas-là, quel est le taux de TVA du produit que je vends ou du service que je vends dans ce pays-là, puisque c'est le taux de TVA du pays du consommateur que vous allez devoir appliquer, je précise bien, lorsqu'il s'agit donc de vente à distance. Donc ça ne s'applique pas pour le click and collect. Si vous avez un luxembourgeois qui vient, qui commande sur votre site web un produit, mais qui vient le retirer dans votre magasin à Salerne, par exemple, vous allez dans ce cas-là appliquer évidemment la TVA française, puisque la vente, le produit a été emporté dans le magasin à Saverne. Par contre, si ça a été acheté en ligne et livré chez le consommateur luxembourgeois, vous allez pouvoir appliquer la TVA dans ce cas-là de 17%. En tout cas, si c'est un produit standard. Donc, ça s'applique pour les consommateurs, pour les particuliers, mais ça s'applique aussi à tous les professionnels qui sont exemptés de TVA, qui sont dans certains régimes particuliers, comme le régime de franchise ou les organismes publics, par exemple. Alors, ce petit schéma-là, il vous indique les différentes possibilités. Donc, retenez bien que maintenant, c'est le taux de TVA du pays du consommateur qui doit être appliqué. En fait, il y a une simplification administrative qui est apportée depuis le 1er juillet l'année dernière, puisqu'il y a ce qu'on appelle une déclaration OSS, c'est One Stop Shopping comme acronyme, qui est un système de TVA qui se rajoute à votre TVA nationale habituelle et où vous allez déclarer les ventes à distance que vous avez réalisées vers les pays, les autres pays européens qui ne sont pas la France. Donc, vous allez devoir faire cette déclaration-là tous les trimestres où vous allez dire, ben voilà, j'ai fait une vente vers le Luxembourg et vous allez indiquer le montant de la TVA due pour cette vente-là et ainsi de suite. Vous allez d'ailleurs devoir garder pendant 10 ans un registre des ventes intracommunautaires que vous avez réalisées. Voilà, ça c'est une manière de procéder. Il y a une autre manière qui est d'avoir un numéro de TVA dans chacun des pays que vous vendez. Alors là, vous avez compris qu'un point de vue administratif, ça va être plus complexe pour vous. Donc, la plupart du temps, c'est une procédure à éviter, mais dans certains cas, ça peut être malgré tout intéressant de faire cette démarche-là. Et si vous vendez certains produits soumis à accise, attention que là aussi, il y a des règles de taxes de douane qui vont être, enfin pas de taxes de douane, mais d'accise qui vont être perçues, même si vous vendez au niveau, au niveau européen. Donc, vous expédiez des bouteilles de vin d'Alsace au Luxembourg, les accises luxembourgeoises seront d'application dans ce cas-là, et c'est aux vendeurs alsaciens de déclarer cela et de percevoir les accises. Alors, il y a un petit régime dérogatoire pour ceux qui vendent moins de 10 000 euros à l'international à l'Europe hors France. Si vous vendez moins de 10 000 euros par année civile, vous pouvez continuer à appliquer simplement la TVA du vendeur. Mais vous ne pouvez pas le faire si vous vendez des produits soumis à accise. Cette facilité-là n'est pas admise. Voilà, on a fait de façon le plus synthétique possible ces informations-là sur les aspects réglementaires. On a des dossiers, si vous souhaitez, sur notre site qui vous détailleront vraiment ces aspects réglementaires, et on peut évidemment analyser les cas particuliers que vous rencontrez ou des éclairages que vous pouvez voir, que vous pourriez souhaiter. En conclusion,
Vous avez remarqué vraiment 3 points d'attention sur lesquels je souhaitais vraiment souligner votre intérêt. Veillez bien à proposer les moyens de paiement nationaux souhaités par le consommateur dans les pays vers lesquels vous positionnez. Donc, ne vous contentez pas de vendre avec uniquement qu'une carte de crédit, enfin en proposant que la carte de crédit et PayPal. C'est quelque chose qu'on a constaté, hein. On a vu des e-commerçants qui faisaient cela et effectivement, ils n'avaient pas du tout du succès. En les conseillant, ils ont vu tout l'intérêt de, par exemple en Allemagne, de proposer le prélèvement SEPA. Veillez bien à être en mesure de livrer rapidement et de bien respecter les délais que vous avez annoncés. Donc, ça implique de bien vous organiser au niveau fulfillment, hein, ou alors vous dire je ne fais pas tout cela et je confie à une marketplace le soin de vendre et aussi peut-être le soin d'assurer la logistique, hein. Alors je vais parler d'Amazon, mais il y a Cdiscount, enfin, il y en a d'autres qui sont évidemment intéressantes comme marketplace et certaines proposent aussi la logistique, hein. Et alors, le dernier point qu'on a évoqué, attention à la bonne application de la TVA intracommunautaire, parce que si vous versez l'argent au mauvais endroit, ça ne va pas être vu correctement. Donc, si vous versez la TVA aux autorités françaises alors que vous auriez dû la verser aux autorités luxembourgeoises, pour prendre l'exemple que je donnais tout à l'heure, euh, vous allez avoir une amende au Luxembourg pour la TVA qui n'a pas été versée. Vous allez, parfois l'amende c'est le double de la TVA qui a été éludée et donc ça va déjà être ennuyant, mais en plus vous allez devoir faire une déclaration rectificative à Bercy et c'est souvent ces déclarations-là qui vont engendrer un contrôle approfondi de votre situation et ne vous attendez pas à être remboursé du jour au lendemain, ce qui est un peu logique puisque, comme vous le savez, il y a des carousels à la TVA et que les administrations fiscales se méfient des demandes de remboursement rapides. Alors, il ne faudrait pas non plus que ça vous incite à ne rien faire, hein. Qui dit défi dit opportunité. Il faut voir ça aussi, hein. Donc, si c'était trop facile, tout le monde l'aurait fait, et, vous arriverez peut-être trop tard. Donc, je vous dirais plutôt foncez, en tout cas foncez de façon bien réfléchie, en ayant bien préparé votre coup, en ayant été bien conscient comme je l'ai essayé de le faire ici, des défis qui s'annoncent et d'avoir trouvé évidemment des solutions pour pouvoir avancer de façon plus efficace que en bricolant. Alors, quelques petites ressources. Nous avons un dossier sur le développement à l'e-commerce à l'international chez Retis. Les diapositives qui sont présentées peuvent être consultées dans le premier lien que vous voyez ici, retis-consult.com/e-commerce-export. Vous pouvez donc revoir ce diaporama. Vous avez accès aussi à un article qui détaille ces enjeux-là, hein, de plusieurs pages qui vous parlent de tout cela. Je profite aussi de l'occasion pour signaler un site très intéressant qui s'appelle e-commerce-nation.fr où vous trouverez toute une série de documentations faites par une société qui veille à donner des dossiers et proposer des formations à ceux qui veulent se développer dans l'e-commerce. Et ici, j'ai pris une petite capture d'écran d'une de leurs fiches pratiques qui s'adresse justement à la vente à l'international, hein, qui résume assez bien ce qui est nécessaire de mettre en œuvre, hein, et qui souligne d'ailleurs tout l'intérêt aussi d'utiliser les chambres de commerce comme moyen d'être informé sur des marchés à l'international, hein, et aussi parfois avec le système EEN, hein, d'avoir des contacts avec des chambres de commerce d'autres pays européens pour mieux cerner les attentes des consommateurs sur place.
Il y a aussi un petit dossier qui est fait par la fédération des fédérations d'e-commerce au niveau national, hein, e-commerce Europe, hein, qui propose ce dossier qui est payant, hein, mais qui rassemble toute une série d'informations sur l'e-commerce vu au niveau européen. Voilà, donc je vous rappelle le petit lien qui est indiqué où vous pouvez télécharger le dossier à votre disposition, et voici nos coordonnées si vous souhaitez avoir un éclairage sur un sujet lié à l'e-commerce globalement, mais évidemment aussi à l'e-commerce à l'international. Donc on est aussi en mesure vraiment de vous éclairer, y compris sur des aspects réglementaires qui seraient pour vous encore pas très clairs.